Une femme de ménage s'est approchée d'un millionnaire et lui a dit de ne pas voyager avec le chauffeur remplaçant pour aller voir sa femme. Le lendemain matin, il y avait une voiture de luxe près de sa modeste maison. L'horloge numérique affichait 23h47 quand Claire Dubois poussa la lourde porte vitrée du building Chevalier Patrimoine. Ses pas résonnaient dans le hall de marbre immaculé, contrastant avec le silence feutré qui régnait dans ces lieux habituellement grouillants d'activité. Elle salua d'un sourire discret Gérard, le vigile de nuit, qui lui rendit son salut d'un hochement de tête complice. « Bonsoir Claire. Encore une longue nuit qui t'attend. Comme d'habitude, Gérard, les bureaux ne se nettoient pas tout seuls. » Elle ajusta la bandoulière de son sac usé et se dirigea vers les ascenseurs. Dans le reflet des portes dorées, elle aperçut son propre visage, très tiré par la fatigue, cheveux châtains tirés en arrière dans un chignon pratique, uniforme de travail bleu marine impeccablement repassé. À 30 ans, Claire portait déjà le poids des responsabilités sur ses épaules. Mais ses yeux noisettes gardèrent cette lueur de détermination qui ne l'avait jamais quittée. L'ascenseur l'emmena au 16e étage, où commençait sa ronde nocturne. Chaque soir depuis 5 ans, elle répétait les mêmes gestes. Aspirateur, chiffon, produits d'entretien. Elle connaissait chaque recoin de ses bureaux luxueux, chaque tableau accroché au mur, chaque plante verte qu'elle arrosait avec soin. Pendant qu'elle vidait les corbeilles à papier du service comptabilité, ses pensées dérivèrent vers ses 3 enfants qui dormaient paisiblement dans leur petit appartement de Belleville. Léo, 12 ans, qui rêvait de devenir footballeur professionnel, les jumeaux Emma et Lucas, 8 ans, inséparables depuis leur naissance. Depuis la mort de son mari David dans cet accident de chantier il y a 4 ans, Claire était leur seul repère, leur seule source de stabilité. « Maman travaille pour nous offrir un avenir meilleur », murmurait-elle souvent en contemplant leurs visages endormis, avant de partir au travail, à l'autre bout de Paris, dans l'appartement de prestige du 16e arrondissement. Philippe Chevalier consultait ses emails sur sa tablette. Installé dans son bureau personnel aux Boiseries d'Acajou, à 45 ans, cet homme aux tempes grisonnantes dirigeait l'un des plus importants groupes immobiliers de France. Ses costumes taillés sur mesure et sa Rolex Submariner témoignaient d'une réussite financière éclatante. Mais son regard fatigué trahissait une lassitude profonde. « Tu ne viens pas te coucher ?» La voix d'Isabelle le fit lever les yeux. Sa femme se tenait dans l'encadrement de la porte, drapée dans un déshabillé de soie écrue qui épousait parfaitement ses formes de mannequin. À 25 ans, Isabelle Fontaine avait, grâce à sa beauté nordique et ses yeux bleus glaciers, fait sensation sur les podiums internationaux avant d'épouser Philippe 3 ans plus tôt. « J'arrive dans quelques minutes, chérie, je termine juste de réviser le dossier Marseille. » Isabelle haussa les épaules avec une moue d'ennui et disparut sans un mot de plus. Philippe soupira. Leur mariage ressemblait de plus en plus à une cohabitation polie entre 2 étrangers. Les conversations se limitaient aux obligations mondaines, aux vacances dans leur villa de Saint-Tropez, aux réceptions où Isabelle brillait au bras de son mari fortuné. Il ferma sa tablette et rejoignit la chambre conjugale. Isabelle, déjà couchée, lui tournait le dos, absorbée par son téléphone. Le lit king size semblait soudain immense, creusant entre eux une distance que Philippe ressentait chaque soir davantage. « Le nouveau chauffeur commence demain », dit-il en desserrant sa cravate Hermès. « répondit-elle distraitement sans lever les yeux de son écran. Philippe enfila son pyjama en soie et s'allongea à son tour. Dans l'obscurité, il fixait le plafond en pensant à cette vie dorée qui lui semblait si vide. Les millions d'euros sur ses comptes, les propriétés dans toute l'Europe, les voitures de luxe, tout cela ne comblait pas le vide émotionnel qui grandissait en lui jour après jour. De retour à Belleville, Claire poussait la porte de son modeste 3 pièces à 6h30 du matin. L'appartement était silencieux. Madame Dubois, sa voisine de palier et providence de la famille, avait déjà préparé le petit déjeuner et réveillé les enfants pour l'école. « Comment s'est passée ta nuit, ma petite ?» demanda la dame âgée en enfilant son manteau. « Tranquille, comme d'habitude. Merci encore, Madame Dubois. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Allez, va donc te reposer un peu. Les enfants sont prêts. Ils n'ont plus qu'à partir dans une demi-heure. » Claire embrassa tendrement ses 3 enfants qui finissaient leur tartine de confiture. « Maman, tu rentres tôt ce soir ?» demanda Emma, ses grands yeux bruns pleins d'espoir. « Oui, ma puce, ce soir, on regardera un film ensemble, d'accord ?» Elle ébouriffa affectueusement les cheveux de Léo. « Et toi, mon champion, pas de bêtises à l'école.
Promis. Maman. Après avoir embrassé ses enfants une dernière fois, Claire s'effondra sur son lit défait, encore habillée. Dans quelques heures, elle devrait se lever pour préparer le déjeuner, faire un brin de ménage et peut-être trouver le temps de réviser ses cours par correspondance en comptabilité qu'elle suivait en secret, économisant euro par euro pour se payer cette formation. Au même moment, dans les bureaux de Chevalier Patrimoine, Philippe accueillait Julien Caron, le nouveau chauffeur recommandé par son service des ressources humaines. L'homme d'une trentaine d'années avait l'allure désinvolte, les cheveux noirs légèrement ébouriffés et un sourire charmeur qui inspirait spontanément confiance. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Chevalier. J'ai hâte de commencer. »« Parfait, Julien. Mon assistante vous expliquera les horaires et les trajets habituels. Vous remplacerez Henri pendant son congé maladie. » Philippe observa discrètement son nouveau chauffeur. Quelque chose dans son attitude, sa façon de regarder autour de lui avec une curiosité un peu trop appuyée, l'intriguait, mais il chassa cette impression, se reprochant sa méfiance naturelle d'homme d'affaires. « Ah, j'oubliais !» ajouta Philippe. « Ma femme aura sans doute besoin de vos services pour ses rendez-vous en ville. » Le sourire de Julien s'élargit imperceptiblement. « Ce sera un plaisir, monsieur Chevalier. » L'après-midi touchait à sa fin quand Isabelle descendit dans le garage souterrain de leur immeuble. Julien l'attendait près de la Mercedes noire, impeccable dans son costume de chauffeur. Leurs regards se croisèrent, pour la première fois, et Isabelle ressentit un frisson qu'elle n'avait plus éprouvé depuis des années. « Madame Chevalier, Julien Caron, votre nouveau chauffeur. » Il lui ouvrit la portière avec une galanterie étudiée, et quand elle passa près de lui, elle respira son eau de Cologne masculine, mêlée à une odeur de cuir et de métal qui la troubla étrangement. « Où souhaitez-vous aller, madame ? Avenue Montaigne, s'il vous plaît. J'ai rendez-vous chez mon coiffeur. » Dans le rétroviseur, Julien observait le profil parfait d'Isabelle, ses lèvres pleines, ses cheveux blonds qui cascadaient sur ses épaules. Cette femme était encore plus belle que sur les photos qu'il avait vues dans les magazines People, et visiblement, elle s'ennuyait ferme dans sa cage dorée. Le voyage commençait. Les semaines suivantes établirent une routine qui allait changer le cours de plusieurs vies. Chaque matin, Julien attendait Isabelle dans le garage, impeccable dans son uniforme de chauffeur. Chaque soir, Claire arpentait les couloirs silencieux de Chevalier Patrimoine, invisible dans son monde de produits d'entretien et de chiffons. « Vous connaissez bien Paris ?» demanda Isabelle lors de leur 3e trajet ensemble. « Comme ma poche, Madame Chevalier, j'ai grandi dans le 20e, pas très loin d'ici. » Isabelle tourna légèrement la tête vers lui. Cette franchise sans complexe la changeait des flagorneries habituelles de son entourage bourgeois. « Appelez-moi Isabelle. S'il vous plaît, tous ces madames me donnent l'impression d'avoir 50 ans. » Julien sourit dans le rétroviseur. « Comme vous voudrez, Isabelle. » La façon dont il prononça son prénom, avec cette pointe d'accent populaire, fit naître un frisson dans le ventre de la jeune femme. Elle croisa les jambes et observa discrètement les mains de Julien sur le volant, des mains d'homme qui travaillaient, aux ongles courts, marqués par quelques cicatrices, si différentes des mains manucurées de Philippe. « Et vous avez toujours vécu dans le 16e. » « Mon Dieu, non !» Isabelle éclata d'un rire cristallin. « J'ai grandi dans un petit village près de Lille. Mon père était ouvrier dans une usine textile. » Cette confession spontanée la surprit elle-même. Pourquoi se confiait-elle à cet homme qu'elle connaissait à peine ? « La vie vous a bien gâté depuis », observa Julien avec un regard appréciateur qui la fit rougir. « Vous trouvez ?» Isabelle détourna les yeux vers les vitrines luxueuses de la rue de Rivoli. « Parfois, j'ai l'impression d'être dans une cage dorée. » Cette même soirée, Philippe travaillait tard dans son bureau quand Isabelle rentra de son cours de pilates. Elle passa la tête par la porte entr'ouverte. « Tu ne montes pas dîner. J'ai mangé un sandwich. Le dossier de Marseille me donne du fil à retordre. » Isabelle s'approcha et posa une main sur son épaule. Philippe ne leva même pas les yeux de ses documents. « Tu pourrais peut-être lever le pied de temps en temps. Nous pourrions partir en week-end, rien que tous les deux. »« Impossible, chérie. Cette acquisition représente 100 millions d'euros. Je ne peux pas me permettre de négliger les détails. » Isabelle retira sa main, blessée par cette indifférence. Bien sûr, l'argent avant tout. « Ce n'est pas ça, Isabelle. Tu sais bien que tout ce que je fais, c'est pour nous. » « Pour nous. » Elle eut un rire amer. « Quand as-tu fait quelque chose pour nous la dernière fois ? » « Philippe. Quand avons-nous eu une vraie conversation ?
Quand m'as-tu vraiment regardé ?» Philippe leva enfin les yeux, surpris par la véhémence de sa femme. Mais avant qu'il puisse répondre, Isabelle avait déjà quitté la pièce, le lendemain après-midi. Lors du trajet vers son rendez-vous chez l'esthéticienne, Isabelle était inhabituellement silencieuse. Julien l'observait dans le rétroviseur, remarquant ses traits tendus. « Tout va bien, vous semblez préoccupé. »« Ce n'est rien, juste la routine. »« La routine peut être étouffante, » dit Julien avec une compréhension qui la toucha. « Parfois, on a envie de tout plaquer et de partir à l'aventure. Vous avez déjà eu cette envie ? Souvent, c'est pour ça que j'ai quitté mon ancien boulot. J'étais mécanicien dans un garage, coincé sous les capots du matin au soir. Un jour, je me suis dit « Julien, tu mérites mieux que ça. » Et qu'est-ce que vous méritiez ? Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur, et Julien soutint le sien avec une intensité troublante. La liberté, l'excitation, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Isabelle sentit son cœur s'accélérer. « Et vous l'avez trouvé ? » « Je commence à penser que oui. » Pendant ce temps, au 16e étage de la tour Chevalier, Claire terminait le nettoyage du bureau de Philippe. Elle remarqua les traces de café sur le sous-main en cuir, les dossiers éparpillés. Les photos de famille reléguées dans un coin, cette vie opulente lui semblait étrangement désordonnée, comme si son propriétaire avait perdu le contrôle de ses priorités. Elle épousseta soigneusement le cadre contenant une photo de mariage, Philippe en smoking et Isabelle radieuse dans sa robe de créateur. Ils semblaient si heureux sur cette image. Claire se demandait souvent ce que cela faisait de vivre dans un tel luxe, mais elle se contentait de nettoyer les traces de cette richesse sans jamais l'envier vraiment. « Au moins, mes enfants savent qu'ils sont aimés », murmurait-elle en rangeant les produits d'entretien. La semaine suivante, Isabelle demanda à Julien de l'emmener dans un petit café discret du Marais qu'elle avait repéré lors de leur trajet. « Vous n'allez pas chez votre coiffeur aujourd'hui », s'étonna-t-il. « J'avais envie de changement, et puis, elle hésita. J'aimerais bavarder avec quelqu'un de normal. » Ils s'installèrent dans un coin du café, loin des regards indiscrets. Isabelle avait troqué ses tenues de grande bourgeoise contre un jean et un pull simple qui la rendaient encore plus belle, plus accessible. « Parlez-moi de votre vie d'avant, » dit-elle en sirotant son cappuccino. « Pas grand-chose à raconter, père absent, mère qui élevait 3 gosses en faisant des ménages. J'ai appris à me débrouiller tôt. Comme moi, finalement. Avant Philippe, je n'avais rien. Ma carrière de mannequin battait de l'aile, j'accumulais les dettes. Et maintenant, vous avez tout ce qu'une femme peut désirer. » Isabelle le regarda intensément. « Vraiment, vous croyez que j'ai tout ?» Julien se pencha vers elle. Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Il vous manque peut-être l'essentiel. Quoi donc ? La passion, le danger, l'impression d'être vivante. » Le cœur d'Isabelle battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. La main de Julien se posa sur la sienne, et elle ne la retira pas. « Julien, je sais ce que vous ressentez, Isabelle. Cette solitude au milieu du luxe, cette impression de jouer un rôle qui ne vous ressemble pas. Comment pouvez-vous le savoir ? Parce que moi aussi, j'ai l'impression de jouer un rôle, celui du chauffeur modèle au service d'un homme qui ne mérite pas ce qu'il a. » Ces mots résonnèrent en Isabelle comme une vérité longtemps refoulée. Philippe ne la méritait pas. Il l'avait épousée comme un trophée, un accessoire de plus dans sa collection de biens précieux. « Qu'est-ce que vous proposez ?» murmura-t-elle. Julien resserra sa prise sur sa main. « De vivre, tout simplement, de prendre ce qui nous revient, cette nuit-là. » Isabelle resta éveillée des heures, tournant et retournant dans le lit conjugal. À côté d'elle, Philippe dormait paisiblement, inconscient du volcan qui grondait dans le cœur de sa femme. Elle repensait aux paroles de Julien, à la façon dont il l'avait regardée, à cette promesse de liberté qu'elle entrevoyait pour la première fois depuis des années. Quand elle finit par s'endormir aux petites heures du matin, elle rêva qu'elle courait dans un champ de blé, les cheveux au vent, libre enfin de toutes les chaînes dorées qui l'entravaient. Dans son rêve, Julien courait à côté d'elle, et ils riaient ensemble de leur échapper vers un avenir qu'ils construiraient de leurs propres mains, loin de leurs rêves et de leurs complots naissants. Claire terminait sa ronde nocturne au 18e étage. Ignorant encore que leurs vies allèrent bientôt se croiser de la façon la plus dramatique qui soit, décembre était arrivé avec son cortège de frimasses et de nuits interminables. Claire remonta la fermeture éclair de son blouson en sortant du métro Châtelet. Les rues de Paris scintillaient sous les illuminations de Noël, mais elle n'avait guère le temps d'admirer ces féeries urbaines
Ses 3 enfants l'attendaient à la maison pour le réveil, et elle devait encore terminer sa tournée nocturne. « Bonsoir Gérard », lança-t-elle au vigile en poussant les portes vitrées du building. « Salut Claire. Fait un froid de canard dehors, dis donc. J'ai connu pire. Au moins, il ne neige pas encore. » L'ascenseur l'emmena directement au 18e étage. Ce soir-là, elle avait décidé de commencer par le niveau des bureaux de direction. Histoire de changer sa routine habituelle, ces changements d'organisation lui permettaient de maintenir un certain dynamisme dans un travail qui pouvait parfois devenir monotone. Elle déverrouilla le local de service et sortit son matériel. Aspirateur, serpillière, produits d'entretien, chiffon microfibre. La musique diffusée dans les couloirs s'était automatiquement coupée à 22h, laissant place au silence feutré des tours de bureaux endormis. Claire commença par les espaces communs. L'accueil avec ses fauteuils design en cuir blanc, la salle d'attente aux murs ornés d'œuvres d'art contemporain, les couloirs aux moquettes épaisses qui étouffaient ses pas. Tout respirait le luxe et la réussite dans ces hauteurs parisiennes. Vers 2h30 du matin, elle s'attaqua aux bureaux individuels. Celui de Philippe d'abord, toujours impeccablement rangé malgré les piles de dossiers. Elle vida la corbeille à papier, épousseta les meubles, nettoya la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur la Seine scintillante sous les réverbères. En passant devant la salle de réunion principale, elle remarqua que la porte était entrebâillée, ce qui était inhabituel. D'ordinaire, tous les bureaux étaient soigneusement verrouillés le soir. Elle s'approcha pour la refermer quand elle entendit des voix. Claire s'immobilisa, surprise. Qui pouvait bien se trouver dans les locaux à cette heure tardive? « Tu es sûre que personne ne viendra ?» C'était une voix féminine, douce et mélodieuse. Claire reconnut immédiatement l'accent légèrement nordique d'Isabelle Chevalier, qu'elle avait déjà aperçu à plusieurs reprises lors de ses visites nocturnes exceptionnelles dans les bureaux de son mari. Certains, les bureaux sont fermés, et la femme de ménage ne monte jamais aussi haut à cette heure. Cette voix masculine, grave et assurée, lui était inconnue. Claire se figea, réalisant qu'elle se trouvait dans une situation délicate. Devait-elle signaler sa présence, s'éloigner discrètement? Sa conscience professionnelle lui dictait de faire connaître sa présence. Mais quelque chose dans le ton conspiratif de cette conversation l'incita à rester dissimulée derrière la porte. « Julien, tu es sûr de toi pour Marseille ?» reprit Isabelle d'une voix plus basse. Le sang de Claire se glaça. « Julien ?» Ce devait être le nouveau chauffeur dont parlaient parfois les employés. « Fais-moi confiance, ma beauté. J'ai étudié cette route des centaines de fois. La route des Calanques est parfaite pour notre plan. » Claire sentit ses jambes se dérober sous elle. « Plan ? Quel plan ? Explique-moi encore une fois. Je veux être sûre que tout est bien calculé, » murmura Isabelle. « C'est simple. Philippe a rendez-vous avec les investisseurs marseillais jeudi prochain. Je conduis, comme d'habitude, avant le départ. J'aurai saboté discrètement le système de freinage, pas assez pour que ça se remarque en ville, mais suffisamment pour que ça lâche dans les virages serrés. » Claire plaqua sa main contre sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. « Et cette route est vraiment dangereuse ?» demanda Isabelle d'une voix où perçait une pointe d'inquiétude. « Mortelle, ma chérie. 23 accidents mortels ces 5 dernières années. Les virages en épingle à cheveux. La falaise qui plonge dans la mer. Même les pilotes expérimentés y laissent leur peau. Pour un homme d'affaires parisien dans sa Mercedes, ce sera un tragique accident. Et toi, tu ne risques rien ?» Claire entendit le bruit d'un baiser langoureux. « J'ai mes techniques, ne t'inquiète pas. Je sais exactement où déclencher l'accident. Moi, j'aurai le temps de sauter de la voiture, quelques égratignures, peut-être une fracture pour faire plus vrai, rien de mortel. Mon Dieu, Julien, quand j'y pense, ça me donne le vertige. Pense plutôt à après. Isabelle, pense à cette fortune qui sera enfin à nous. 5 milliards d'euros, ma beauté. De quoi vivre 1000 vies de rêve. 5 milliards. » Isabelle sembla reprendre ses esprits. « Tu es sûre du montant. J'ai consulté les documents financiers dans sa voiture. Entre les propriétés immobilières, les actions, les comptes offshore, ce type est assis sur un véritable magot. Et légalement, tout me reviendra. Tu es son épouse légitime, sans contrat de mariage, en France. Tu hérites de tout, nous serons libres. Isabelle, libres de partir où nous voudrons, de vivre comme nous l'entendons. » Claire tremblait de tous ses membres, accrochée au chambranle de la porte pour ne pas s'effondrer. Ses gens planifiaient froidement un meurtre, un assassinat déguisé en accident pour s'emparer d'une fortune.
Et si quelqu'un soupçonne quelque chose, chuchota Isabelle. Qui pourrait nous soupçonner? Toi, tu seras la veuve éplorée. Moi, le chauffeur traumatisé qui aura miraculeusement survécu à la tragédie. Personne ne fera le lien entre nous deux. Nous devrons attendre combien de temps avant de nous afficher ensemble? 6 mois, 1 an maximum, le temps du deuil. Puis nous disparaîtrons discrètement, une villa en Thaïlande, peut-être aux Caraïbes, loin de la France, loin des questions. Claire entendit des pas qui se rapprochèrent de la porte, prise de panique. Elle saisit son matériel et s'éloigna rapidement, le cœur battant à tout rompre. Ses chaussures à semelles de caoutchouc ne faisaient aucun bruit sur la moquette épaisse, mais elle avait l'impression que ses battements cardiaques résonnaient dans tout l'étage. Elle se réfugia dans les toilettes du fond du couloir, fermant soigneusement la porte derrière elle. Ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à tenir son trousseau de clés. « Mon Dieu, qu'est-ce que je viens d'entendre ?» murmurait-elle en se regardant dans le miroir. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme terrorisée, aux yeux écarquillés et au teint livide. En l'espace de quelques minutes, sa vie tranquille de faccinérat nocturne avait basculé dans un cauchemar. Philippe Chevalier allait mourir jeudi prochain si elle ne faisait rien. Mais que pouvait-elle faire? Qui croirait une simple employée de ménage accusant l'épouse d'un magnate et son chauffeur de complot criminel? Elle n'avait aucune preuve, seulement sa parole contre celle de personnes respectables et fortunées. Claire s'aspergea le visage d'eau froide. Tentant de reprendre ses esprits, elle devait terminer son service, rentrer chez elle, réfléchir à tête reposée. Peut-être avait-elle mal compris, peut-être s'agissait-il d'autre chose. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle n'avait rien imaginé. Elle venait d'assister à la préparation d'un meurtre de sang-froid, organisé par une femme cupide et son complice ambitieux. En sortant des toilettes, elle vérifia que le couloir était désert avant de reprendre son travail. Ses gestes étaient mécaniques. Sa tête tournait, mais elle devait garder une façade normale. Quand elle quitta la tour Chevalier à 6h30 ce matin-là, Claire portait un secret terrible qui allait transformer sa vie à jamais. Dans le métro qui la ramenait vers Belleville, elle fixait son reflet dans la vitre sombre du wagon. Se demandant comment une femme ordinaire comme elle allait pouvoir empêcher un crime parfait, Claire poussa la porte de son appartement avec des gestes d'automate, ses clés tremblant encore dans sa main, l'odeur familière du café préparé par Madame Dubois et les rires étouffés de ses enfants qui se préparaient pour l'école auraient dû l'apaiser. Mais son esprit était ailleurs, prisonnier de ce qu'elle venait d'entendre. « Ma petite Claire, tu es toute pâle ce matin », remarqua immédiatement sa voisine en l'observant avec inquiétude. « Tu cours quelque chose ?»« Non, juste fatiguée. »« Merci pour tout, Madame Dubois. » Claire s'efforça de sourire, mais ses lèvres tremblaient. Comment pouvait-elle expliquer que sa nuit de travail ordinaire s'était transformée en cauchemar, que des images de voitures qui plongèrent dans le vide hantaient déjà ses pensées? « Maman !» Emma courut vers elle, ses cheveux châtains mal coiffés et son cartable de travers. « Tu m'aides avec mes lacets ?» Claire s'agenouilla mécaniquement devant sa fille, ses doigts nouant automatiquement les cordons des petites baskets roses. Mais son esprit était à des kilomètres de là, sur une route sinueuse des Bouches-du-Rhône, où se tramait un meurtre. « Maman, tu m'écoutes ?» insista Emma. « Pardon ma puce, qu'est-ce que tu disais ?»« Je disais que la maîtresse organise une sortie au zoo la semaine prochaine. Il faut que tu signes l'autorisation. »« Bien sûr, chérie. Ce soir. D'accord. » Léo et Lucas l'embrassèrent rapidement, avant de partir en courant vers l'école, leur voix joyeuse résonnant dans l'escalier. Claire resta seule dans l'appartement silencieux, assise sur le bord de son lit défait, la tête entre les mains. Jeudi prochain, les mots de Julien résonnaient dans sa tête comme une sentence de mort. Philippe Chevalier allait mourir jeudi prochain si elle ne faisait rien, mais que pouvait faire une simple faccinéra contre des gens si puissants? Elle ne parvint pas à dormir. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait la voix froide de Julien détaillant son plan macabre. Elle voyait le sourire satisfait d'Isabelle, imaginant sa fortune à venir. À 14h, elle abandonna tout espoir de repos et se leva pour préparer le goûter des enfants. Ses mains tremblaient en tartinant les biscottes de confiture. 23 accidents mortels ces 5 dernières années, avait dit Julien. Cette route était un piège mortel, et il comptait s'en servir comme d'une arme. « Maman, ça va pas ?» demanda Léo en la voyant renverser le pot de confiture. « Si, maman est juste un peu fatiguée. » Un peu fatiguée. Le mensonge lui brûla les lèvres. Elle était terrifiée.
terrifiée par ce qu'elle savait, terrifiée par ce qui allait arriver, terrifiée par sa propre impuissance. Le mercredi soir, Claire ne put se résoudre à partir travailler. Elle appela son superviseur pour prétendre une gastro-entérite, puis passa la nuit à arpenter son petit salon, ressassant sans fin le même dilemme. Si elle parlait, qui la croirait? Isabelle Chevalier était une femme respectée, ancien mannequin international, épouse d'un des hommes les plus riches de France. Elle-même n'était qu'une veuve qui faisait des ménages pour survivre, sa parole contre la leur. Et puis, elle n'avait aucune preuve, juste ce qu'elle avait entendu cette nuit-là. Les avocats d'Isabelle auraient beau jeu de décrire son témoignage comme les délires d'une employée jalouse ou déséquilibrée. « Mais si je ne dis rien, cet homme va mourir », murmura-t-elle dans l'obscurité de son salon. Elle pensait à Philippe Chevalier, cet homme qu'elle ne connaissait que de vue, qu'elle croisait parfois dans les couloirs lors de ses rondes nocturnes. Il la saluait toujours poliment, avec un sourire fatigué mais sincère, un homme qui travaillait dur, qui ne méritait pas de mourir pour assouvir la cupidité de sa femme. Le jeudi matin arriva avec une aube grisâtre qui s'accordait à son humeur. Claire avait pris sa décision pendant les dernières heures de cette nuit blanche. Elle devait essayer, même si cela paraissait fou. Même si elle risquait de passer pour une folle, elle ne pouvait pas laisser commettre un meurtre sans rien faire. Sa conscience chrétienne, nourrie par les enseignements de sa mère et renforcée par les épreuves de sa vie, ne lui permettait pas de se taire. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », répétait souvent sa grand-mère. Philippe Chevalier était son prochain. Même s'ils évoluaient dans des mondes différents, elle confia les enfants à Madame Dubois en inventant un rendez-vous médical urgent, puis prit le métro vers le centre de Paris. Ses paumes étaient moites. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il n'explose dans sa poitrine. Dans le métro bondé, elle observait les visages autour d'elle, tous ces gens qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Ignorant qu'à quelques kilomètres de là, un homme s'apprêtait peut-être à partir pour son dernier voyage. Et si je me trompe? Cette pensée la taraudait. Et si elle avait mal compris la conversation? Et s'il s'agissait d'autre chose? D'un projet professionnel qu'elle avait mal interprété dans son affolement? Mais non, les détails étaient trop précis, trop sinistres pour être autre chose qu'un plan d'assassinat. Arrivée devant la tour Chevalier, Claire resta plantée sur le trottoir pendant de longues minutes, observant le balai des hommes et femmes en costume qui entraient et sortaient du building. Elle se sentait si petite, si insignifiante dans son manteau d'hiver élimé face à cette architecture de verre et d'acier qui symbolisait la réussite. « Madame Claire !» La voix de Gérard la fit sursauter. « Qu'est-ce que vous faites là en plein jour ?»« J'aurais besoin de voir Monsieur Chevalier. C'est important. » Le vigile la regarda avec surprise. « Vous avez rendez-vous ?»« Non, mais, Gérard, il faut absolument que je lui parle. C'est une question de vie ou de mort. » L'homme fronça les sourcils, troublé par l'urgence qu'il percevait dans sa voix. « Écoutez, Monsieur Chevalier doit partir pour Marseille dans 1 heure. Il est dans tous ses états. Il finalise ses dossiers. Marseille. » Claire sentit le sang se retirer de son visage. « Il part aujourd'hui pour Marseille. »« Oui, avec le nouveau chauffeur. Pourquoi ?» Claire agrippa le bras de Gérard. « Il faut que je lui parle maintenant. Maintenant, Gérard. Sa vie en dépend. » Le vigile, déconcerté par cette femme qu'il connaissait comme une employée calme et discrète, hésita un instant. « Bon, je peux essayer de l'appeler, mais je ne promets rien. » 10 minutes plus tard, Claire se trouvait dans l'ascenseur qui l'emmenait au 18e étage. Ses jambes flageolaient, sa bouche était sèche. Comment allait-elle expliquer à cet homme puissant qu'elle avait espionné sa femme et découvert qu'elle voulait le tuer? Les portes s'ouvrirent sur le couloir qu'elle connaissait si bien, mais qui lui paraissait soudain étranger vu sous cet éclairage de jour. La secrétaire de Philippe la regarda avec curiosité. « Monsieur Chevalier vous attend dans son bureau. Il n'a que quelques minutes. » Claire frappa doucement à la porte et entra. Philippe Chevalier se tenait debout derrière son bureau, consultant sa montre avec impatience. Il était vêtu d'un costume sombre impeccable, sa mallette de voyage posée près de la porte. « Madame, Claire, c'est bien cela. Gérard m'a dit que c'était urgent. » Les mots se bousculaient dans la gorge de Claire. Face à cet homme élégant et sûr de lui, elle mesurait l'énormité de ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Monsieur Chevalier, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « il faut que je vous dise quelque chose de terrible, quelque chose que j'ai entendu par hasard. » Philippe fronça les sourcils. Intrigué par l'état de cette femme qu'il ne connaissait que comme une employée modèle. « Je vous écoute. »
Claire prit une profonde inspiration. Il était trop tard pour reculer maintenant. « Monsieur Chevalier, pardonnez-moi d'oser vous déranger, mais j'ai entendu quelque chose de terrible avant-hier soir. » Claire sentait sa voix trembler, malgré ses efforts pour paraître calme. Philippe la regardait avec une attention polie mais distante, consultant discrètement sa montre. Elle savait qu'elle n'avait que quelques minutes pour convaincre cet homme que sa vie était en danger. « J'étais en train de nettoyer l'étage quand j'ai entendu des voix dans la salle de réunion. Votre femme, elle était là avec le chauffeur, Julien. » Le visage de Philippe se durcit légèrement. « Ma femme, que faisait-elle ici à cette heure ? » Ils parlèrent de vous faire du mal, monsieur. Ils ont un plan pour aujourd'hui, pour le voyage à Marseille. » Un silence pesant s'abattit sur le bureau. Philippe étudiait Claire avec une attention nouvelle, remarquant ses mains tremblantes, la sueur qui perlait sur son front malgré le froid hivernal. « Madame Claire, je comprends que votre travail de nuit puisse être éprouvant, mais... » Non, l'interruption de Claire le surprit par sa véhémence. « Monsieur Chevalier, écoutez-moi, s'il vous plaît. Ils ont parlé de saboter votre voiture, les freins, sur cette route dangereuse des Calanques. » Philippe se figea. La route des Calanques, ce nom résonna étrangement dans sa mémoire. Julien avait justement insisté pour emprunter cet itinéraire pittoresque plutôt que l'autoroute habituelle. Prétextant que les investisseurs marseillais apprécieraient qu'ils connaissent les beautés de leur région, « Continuez », dit-il d'une voix plus grave. Ils ont dit que vous ne survivriez pas à l'accident, que ça ressemblerait à une tragédie, un de ces accidents qui arrivent souvent sur cette route. Les mots sortaient maintenant en cascade de la bouche de Claire, libérant la tension accumulée pendant ces heures de tourment. Votre femme a parlé d'héritage, de 5 milliards d'euros. Ils veulent tout recommencer ensemble ailleurs. Loin de la France, Philippe s'assit lentement dans son fauteuil de cuir, le regard perdu. Ces derniers mois, il avait remarqué les changements chez Isabelle, ses absences répétées, ses sourires mystérieux, cette distance croissante entre eux. Il avait mis cela sur le compte de leur mariage qui battait de l'aile. Mais jamais il n'aurait imaginé « Monsieur », reprit Claire d'une voix plus douce, « je sais que ça paraît incroyable. Je sais que ma parole ne vaut pas grand-chose face à celle de votre épouse, mais je vous en supplie, n'y allez pas aujourd'hui. » Philippe leva les yeux vers cette femme qu'il ne connaissait qu'à travers de brefs saluts nocturnes. Dans son regard noisette, il ne lisait aucune malice, aucune arrière-pensée, seulement une peur sincère et une détermination qui forçait le respect. « Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi prendre ce risque ?» La question déstabilisa Claire un instant. « Parce que c'est mal, monsieur. Parce que personne ne mérite de mourir comme ça, même pas quelqu'un que je ne connais pas vraiment. » Cette simplicité, cette évidence morale touchèrent Philippe plus que tous les discours sophistiqués qu'il avait l'habitude d'entendre dans son milieu. « Et qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité ?» Claire baissa les yeux. « Rien, monsieur. Vous n'avez que ma parole. Mais réfléchissez. Qu'est-ce que j'aurais à gagner à vous mentir ? Qu'est-ce qu'une faccinéra comme moi pourrait espérer tirer de tout ça ? » Elle avait raison. Philippe connaissait assez les hommes et les femmes pour reconnaître la sincérité quand elle se présentait à lui. Et puis, certains détails troublants lui revenaient en mémoire. La semaine dernière, Isabelle avait soudainement manifesté de l'intérêt pour ses affaires, posant des questions sur ses investissements, ses comptes, ses contrats d'assurance. Il avait trouvé cela touchant, interprétant cette curiosité comme un regain d'attention pour leur couple. Et Julien, ce chauffeur arrivé comme par miracle au moment où Henri, son chauffeur habituel, tombait malade. Julien qui connaissait si bien les routes du Sud, qui avait proposé spontanément cet itinéraire par les Calanques, son téléphone sonna. Le nom Julien s'affichait sur l'écran. « Monsieur Chevalier, je suis en bas avec la voiture. Nous devrions partir dans 10 minutes pour être à l'heure au rendez-vous. » Philippe regarda Claire, puis son téléphone. Une décision devait être prise maintenant. « Julien, j'ai un empêchement, un dossier urgent qui nécessite ma présence ici. Reportez le rendez-vous à demain. » « Demain, mais monsieur, ces investisseurs viennent spécialement de Dubaï. Ils ne pourront pas. » « J'ai dit demain, Julien, ou la semaine prochaine. Débrouillez-vous. » Philippe raccrocha et observa attentivement Claire. Si elle mentait, si tout cela n'était qu'une manipulation tordue, il venait de faire capoter un rendez-vous crucial pour rien, mais quelque chose dans les yeux de cette femme lui disait qu'elle avait risqué sa tranquillité, peut-être son emploi, pour le sauver. « Madame Claire, si ce que vous me dites est vrai,
C'est vrai, monsieur. Je le jure sur la tête de mes enfants. Cette dernière phrase acheva de convaincre Philippe. Il connaissait assez la mentalité populaire pour savoir qu'on ne jurait pas sur la tête de ses enfants à la légère. Bon, supposons que je vous croie. Que me conseillez-vous de faire ? Claire parut surprise qu'il sollicite son avis. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être faire surveiller votre femme, vérifier la voiture. Philippe hocha la tête lentement. Il avait les moyens de vérifier ses accusations. Des détectives privés, des experts automobiles, des moyens de surveillance dont Claire ne soupçonnait même pas l'existence. Madame Claire, je vais suivre vos conseils, mais j'ai besoin que vous gardiez cette conversation secrète. Strictement secrète. Bien sûr, monsieur. Si vous avez dit la vérité, vous venez peut-être de me sauver la vie si vous avez menti. Il la fixa intensément. Pourquoi auriez-vous menti ? Claire secoua la tête. Je n'ai aucune raison de mentir. Monsieur Chevalier, j'espère seulement que j'ai bien fait. Philippe se leva et lui tendit la main. Claire la serra, surprise par ce geste d'égalité venant d'un homme si puissant. Vous avez eu beaucoup de courage en venant me voir, quelle que soit l'issue. Je ne l'oublierai pas. Dans l'ascenseur qui la ramenait au rez-de-chaussée. Claire sentit enfin ses épaules se décontracter. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Le reste ne dépendait plus d'elle. En sortant du building, elle croisa Julien qui remontait du garage. L'air contrarié, leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Claire baissa immédiatement les yeux, mais elle avait eu le temps de voir la frustration et la colère qui assombrissaient les traits du chauffeur, dans le métro qui la ramenait vers Belleville. Elle ferma les yeux et pria silencieusement, pria pour avoir fait le bon choix, pria pour que Philippe Chevalier soit assez intelligent pour vérifier ses dires, pria pour que sa famille ne pâtisse pas de son courage, mais au fond de son cœur, elle savait qu'elle avait agi selon sa conscience. Et cela, personne ne pourrait jamais le lui reprocher. Philippe resta seul dans son bureau pendant de longues minutes après le départ de Claire, fixant la scène à travers les baies vitrées. Les mots de la Faccinera résonnaient dans son esprit avec une clarté troublante. 5 milliards d'euros, la route des Calanques, les freins sabotés, il décrocha son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Agence Sentinelle, Pierre Moreau à l'appareil. Pierre, c'est Philippe Chevalier. J'ai besoin de tes services. Immédiatement. Philippe, ça fait un bail. Qu'est-ce qui t'amène ? Pierre Moreau était un ancien commissaire reconverti dans le privé, spécialisé dans les affaires délicates impliquant des personnes fortunées. Philippe avait fait appel à ses services quelques années plus tôt pour une histoire de concurrence déloyale. J'ai besoin d'une surveillance discrète, ma femme et mon chauffeur, et je veux une expertise technique sur ma Mercedes, aujourd'hui même. Ça sent les ennuis conjugaux. Plus grave que ça, Pierre, beaucoup plus grave. À 15 heures, Philippe se rendit dans le garage souterrain de son immeuble. Prétextant avoir oublié des documents dans sa voiture, 2 hommes l'y attendaient, Marc, expert automobile, et David, spécialiste en électronique et surveillance. Alors, demanda Philippe en refermant le capot de sa Mercedes. Marc s'essuya les mains avec un chiffon, l'air grave. « Monsieur Chevalier, votre système de freinage a été saboté. C'est du travail de professionnel, presque invisible à l'œil nu. » Philippe sentit son sang se glacer. « Expliquez-moi. » Les durites de frein ont été sectionnées aux 3/4, de façon à ce qu'elles tiennent en conduite normale, mais lâchent sous forte pression, en ville, dans les embouteillages, aucun problème. Mais à haute vitesse, dans une descente sinueuse, mortelle, termina Philippe d'une voix blanche. Sans aucun doute, celui qui a fait ça connaît parfaitement la mécanique. David s'approcha, tenant un petit appareil électronique. J'ai trouvé ceci sous le tableau de bord. Un mouchard GPS très sophistiqué. Quelqu'un suit tous vos déplacements depuis au moins 1 mois. Philippe examina le dispositif. Pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Vous pouvez l'utiliser à notre avantage. Bien sûr, on peut faire croire que vous partez en voyage tout en vous gardant à Paris, et surtout, David sortit une mallette contenant du matériel électronique. Je peux installer un système de surveillance dans votre appartement. Si votre femme et ce chauffeur se rencontrent chez vous, nous aurons tout. Isabelle tournait comme un lion en cage dans le salon de l'appartement du 16e. Julien était assis dans le canapé en cuir, visiblement tendu. « Je ne comprends pas », répétait-elle. « Philippe n'annule jamais ses rendez-vous d'affaires. Jamais. Calme-toi, Isabelle. Ce n'est qu'un contretemps. » Un contretemps. Elle se retourna vers lui, les yeux brillants d'inquiétude. «
Et s'il se doutait de quelque chose? Comment pourrait-il se douter? Nous avons été très prudents. Julien mentait depuis ce matin. Un doute le rongeait, cette femme de ménage qu'il avait croisée en sortant du building. Il y avait quelque chose dans son regard. Une frayeur qui ne collait pas avec sa situation d'employé lambda. « Julien, j'ai peur. Peut-être qu'on devrait tout arrêter. » Il se leva d'un bond et la prit par les épaules. « Isabelle, regarde-moi. Nous avons investi trop de temps, trop d'énergie dans ce plan pour reculer maintenant. Philippe a juste eu un empêchement. Demain, tout se passera comme prévu. Et s'il refuse de partir demain aussi, alors nous trouverons un autre moyen. Un accident domestique, peut-être. Une chute dans l'escalier. Un empoisonnement alimentaire qui tourne mal. » Isabelle frissonna. « Mon Dieu, Julien, quand je t'entends parler comme ça... » « Quoi, tu regrettes ?» Elle le regarda intensément. Cet homme l'avait réveillée à la vie, lui avait fait découvrir une passion qu'elle ne soupçonnait pas. Avec lui, elle se sentait vivante. Désirable, libre, Philippe ne représentait plus qu'un obstacle à leur bonheur. Non, non, je ne regrette rien. Ils s'embrassèrent avec une fougue désespérée, ignorant que leur moindre geste était filmé par des caméras invisibles, dans une camionnette banalisée garée rue de la Pompe. Pierre Moreau et son équipe enregistraient tout, images, sons, conversations. Les preuves s'accumulaient, minute après minute. « Chef, il bouge », annonça David qui surveillait les écrans, sur les moniteurs. Ils virent Isabelle et Julien se diriger vers la chambre conjugale. Pierre grimaça. « Coupez le son sur la chambre, on n'a pas besoin de ça. Et les autres pièces. On continue, s'ils complotent encore, ce sera ailleurs. » Philippe, assis à côté de Pierre, regardait sa femme avec un mélange de dégoût et de tristesse. 3 ans de mariage balayés en quelques heures d'enregistrement. Il pensait à cette petite faccinera courageuse, qui avait risqué sa tranquillité pour le sauver. Sans elle, il serait mort demain sur une route de Provence. À 19h, Isabelle et Julien réapparurent dans le salon. Isabelle semblait plus détendue, mais Julien gardait cette expression soucieuse qui ne l'avait pas quitté de la journée. « Il faut qu'on parle sérieusement », dit-il en se servant un whisky dans le bar de Philippe. « Encore, nous avons déjà tout dit. »« Non, Isabelle, je crois qu'on nous soupçonne. » Elle se figea. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Cette femme de ménage que j'ai croisée ce matin, elle avait l'air terrorisée en me voyant, et l'annulation subite de Philippe. Tu deviens paranoïaque ? Peut-être. Mais si j'ai raison, nous devons agir vite, très vite. » Julien sortit son téléphone et composa un numéro. « Marco, c'est Julien. J'ai besoin de tes services. Oui, comme au bon vieux temps. Non, pas de voiture cette fois. Quelque chose de plus discret. » Isabelle l'écoutait. Médusée. « Julien, qu'est-ce que tu fais ? J'appelle des renforts, des amis de mon ancienne vie. Si Philippe se doute de quelque chose, nous devons l'éliminer avant qu'il ne nous dénonce. » L'éliminer, mais enfin, nous avions dit un accident. Les plans changent. Ma beauté, Marco et ses copains peuvent arranger ça pour ce soir. Un cambriolage qui tourne mal. Par exemple, très classique dans les beaux quartiers. Dans la camionnette, Pierre Moreau se tourna vers Philippe. Là, on les tient. Complicité d'assassinat. Préméditation, association de malfaiteurs. Philippe hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Isabelle. Cette femme qu'il avait aimée, qu'il avait couverte de cadeaux et d'attention, était en train d'organiser sa mort avec un sang-froid qui le glaçait. À 21h, 3 hommes au look de voyous pénétrèrent dans l'immeuble par le garage, munis des codes que Julien leur avait fournis. Ils ne savaient pas que chacun de leurs pas était filmé, que leur conversation était enregistrée, que des policiers en civil les attendaient déjà dans les escaliers. « Appartement 12e étage, porte de droite », expliquait Marco à ses complices. « Le bourgeois doit rentrer vers 22h. On fait ça proprement. Cambriolage, résistance de la victime, coup fatal en légitime défense. Et la femme, trauma, choc émotionnel. Elle hérite et nous file notre part après les obsèques. » Ils ne virent pas les ombres qui les suivaient silencieusement dans les couloirs feutrés de l'immeuble bourgeois, à 21h47 précise, au moment où Marco introduisait ses outils de crochetage dans la serrure de l'appartement Chevalier. Une voix retentit derrière eux. « Police !» Personne ne bouge. Le piège se refermait enfin sur Isabelle, Julien et leurs complices. 72 heures après les révélations de Claire, la vérité éclatait au grand jour.
Les coups frappés à la porte de l'appartement résonnèrent comme un glas dans le salon feutré. Isabelle et Julien échangèrent un regard terrorisé avant d'entendre la voix ferme du commissaire Durand. « Madame et monsieur, police judiciaire, ouvrez immédiatement. » Julien se précipita vers la fenêtre, calculant mentalement les 12 étages qui le séparèrent du sol. Isabelle, pétrifiée, regardait alternativement son amant et la porte d'entrée comme si elle allait exploser. « Ouvre !» chuchota-t-elle d'une voix blanche. « Tu es folle, on file par l'escalier de service, avec 15 flics qui nous attendent en bas. »« Julien, c'est fini !» La porte s'ouvrit dans un fracas métallique. 4 policiers en civil pénétrèrent dans l'appartement, armes au poing, suivis du commissaire Durand et de Pierre Moreau. Derrière eux, Philippe Chevalier fit son apparition, le visage grave mais déterminé. Isabelle poussa un cri en voyant son mari. « Philippe ? Mais tu étais censé être à Marseille. Changement de programme, ma chérie. » Sa voix était glaciale, méconnaissable. Julien tenta un dernier coup de poker. « Monsieur Chevalier, je ne comprends pas ce qui se passe. Nous étions inquiets de votre absence. » « Inquiets ?» Philippe sortit son téléphone et lança la lecture d'un enregistrement. « J'ai besoin de tes services. Oui, comme au bon vieux temps. Non, pas de voiture cette fois, quelque chose de plus discret. » La voix de Julien emplit le salon, claire et accablante. Le chauffeur blêmit instantanément. « Philippe, je peux tout expliquer, » balbutia Isabelle en s'avançant vers son mari. « Vraiment ?» Il fit signe au commissaire Durand qui sortit une tablette de sa mallette. « Nous avons 72 heures d'enregistrement vidéo et audio. Madame Chevalier, vos conversations détaillées sur le meurtre de votre époux, vos ébats avec Monsieur Caron, vos calculs sur l'héritage, tout y est. » Isabelle s'effondra dans un fauteuil, les jambes coupées. « Mon Dieu, comment avez-vous su ?» Philippe s'approcha d'elle, dominant de toute sa hauteur cette femme qu'il avait aimée. « Une personne courageuse m'a ouvert les yeux. Une femme intègre qui valait 1000 fois mieux que toi. Qui ça? Qui nous a dénoncés ?» Julien avait retrouvé sa hargne, cherchant déjà un responsable à blâmer. « Cela ne vous regarde plus. » Pierre Moreau s'avança et posa devant eux plusieurs chemises cartonnées. « Voici les preuves de votre complot. Expertise technique prouvant le sabotage de la Mercedes, enregistrement de vos conversations, filature photographique de vos rendez-vous secrets, et bien sûr, l'arrestation de vos complices Marco, Kevin et Samir au moment où ils s'apprêtaient à commettre un cambriolage meurtrier. » Nos complices, Isabelle leva vers Julien des yeux horrifiés. « Quels complices? Tu ne savais pas ?» intervint le commissaire Durand. « Monsieur Caron avait recruté 3 malfrats pour assassiner votre mari ce soir même. Un cambriolage qui aurait mal tourné, évidemment. » Isabelle se tourna vers Julien avec une expression d'incrédulité absolue. « Tu avais prévu de le tuer ce soir ?» « Sans me prévenir. Isabelle, laisse-moi t'expliquer. »« M'expliquer quoi ?» Sa voix montait dans les aigus. « Que tu as voulu précipiter les choses, que tu m'as menti, que tu as engagé des truands. J'ai fait ça pour nous, parce que je sentais que le plan initial foirait. Pour nous !» Isabelle éclata d'un rire hystérique. « Pour nous ou pour toi et tes 5 milliards ?» Philippe assistait à cette décomposition du couple avec un mélange de fascination et de dégoût. Ces 2 êtres qu'il avait côtoyés quotidiennement révélaient leur vraie nature. Cupidité, lâcheté, trahison mutuelle. « Madame Chevalier, » reprit le commissaire Durand, « vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Souhaitez-vous faire une déposition ?» Isabelle regardait tour à tour Philippe, Julien et les policiers. Ses épaules se mirent à trembler, puis tout son corps fut secoué de sanglots convulsifs. « C'est lui, c'est tout lui. Il m'a monté la tête, il m'a convaincu, il m'a manipulé. Salope !» rugit Julien en tentant de se jeter sur elle. 2 policiers le maîtrisèrent aussitôt, mais il continuait à vociférer. « 3 mois que tu me supplies de te débarrasser de ton mari. 3 mois que tu rêves de sa fortune. Et maintenant tu rejettes tout sur moi. » « C'est faux, Philippe. Il ment. Je n'ai jamais voulu ta mort. Jamais. Alors explique-moi ça, » dit Philippe en lançant un nouvel enregistrement sur son téléphone. « Mon Dieu, Julien, quand j'y pense, ça me donne le vertige. Pense plutôt à après, Isabelle. Pense à cette fortune qui sera enfin à nous. 5 milliards d'euros, ma beauté. 5 milliards. Tu es sûre du montant ?» La voix d'Isabelle était parfaitement reconnaissable, avide et calculatrice. Elle s'arrêta net de pleurer. « Philippe,
Laisse-moi tout expliquer. Oui, j'ai eu des moments de faiblesse. Oui, j'ai écouté Julien, mais au fond de moi, jamais je n'aurais pu te taire. Philippe explosa enfin. 3 ans de mariage, 3 ans où j'ai cru partager ma vie avec une femme qui m'aimait. Tu n'as été qu'une comédienne, une garce cupide qui attendait le bon moment pour me planter un couteau dans le dos. Philippe, s'il te plaît, non, tu sais ce qui me révolte le plus. Ce n'est pas votre plan minable, ce n'est pas votre cupidité, c'est que sans une simple faccinera, une femme que tu considères probablement comme quantité négligeable, vous auriez réussi. Cette femme vaut 1000 fois mieux que toi, Isabelle. Elle n'a rien, mais elle a une conscience. Julien, comprenant que tout était perdu, tenta un dernier coup. Monsieur Chevalier, vous voulez connaître la vérité ? Votre précieuse épouse m'a supplié de la débarrasser de vous dès notre première rencontre. Elle en avait marre de jouer les potiches avec un vieux schnock qui ne la touchait plus. « Salaud !» hurla Isabelle. « Elle m'a dit qu'elle crevait d'ennui dans votre lit, qu'elle fantasmait sur de vrais hommes pendant que vous ronronniez vos affaires. » Philippe encaissa ces révélations comme autant de coups de poignard. Mais son visage ne trahit aucune émotion. « Commissaire, j'en ai assez entendu. Emmenez-les. » Philippe attend. Isabelle tenta une dernière fois de l'attendrir. Notre mariage, nos projets, tout cela comptait pour moi aussi. Nos projets. Philippe eut un sourire amer. Tu veux dire tes projets avec Julien, cette villa en Thaïlande dont vous parliez, cette nouvelle vie que vous comptez commencer avec mon argent après m'avoir fait tuer ? Isabelle comprit que c'était fini. Ils avaient tout enregistré, tout filmé. Aucun mensonge ne pourrait plus la sauver. J'avais perdu la tête. Il m'avait ensorcelée. Madame Chevalier, vous avez le droit de contacter un avocat. Intervint le commissaire Durand en lui passant les menottes, pendant que les policiers emmenaient Isabelle et Julien. Philippe resta seul, dans ce salon où il avait vécu 3 années d'illusion. Sur la table basse traînait encore le verre de whisky de Julien, témoignage de leur dernière soirée de liberté. Pierre Moreau s'approcha de lui. « Philippe, ça va aller ? » ?»« Oui. Bizarrement, je me sens libéré, comme si un poids énorme venait de disparaître de mes épaules. Et pour la suite, Philippe regarda une dernière fois les photos de mariage qui ornaient encore les étagères. La suite, je vais enfin apprendre à vivre vraiment. Et surtout, je vais remercier comme il se doit la femme qui m'a sauvé la vie. 6 mois après les arrestations, le palais de justice de Paris bruissait d'une agitation inhabituelle. L'affaire Chevalier avait défrayé la chronique. Un magnate de l'immobilier, sa femme ex-mannequin, un chauffeur ambitieux et un complot d'assassinat digne d'un thriller. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, multipliant les unes sensationnelles. Claire Dubois descendit du métro à Châtelet, serrant nerveusement son sac à main. Vêtue de sa plus belle robe, un ensemble bleu marine acheté spécialement pour l'occasion, elle se sentait minuscule face à l'imposante façade du palais de justice. Des journalistes se pressaient devant les grilles, caméras et micros tendus vers chaque personne qui entrait. « Madame Dubois !» Un reporter se précipita vers elle. « Quelques mots sur votre témoignage ?» Claire baissa la tête et pressa le pas. Maître Rousseau, l'avocat de Philippe, l'attendait dans le hall. « Madame Claire, comment vous sentez-vous ? » Terrifiée. « Maître, tous ces gens, ces caméras, je ne suis qu'une faccinera. Qu'est-ce que je fais dans cette histoire ? Vous êtes le témoin clé, madame. Sans vous, un homme serait mort et 2 criminels seraient libres. Gardez cela à l'esprit quand vous témoignerez, dans la salle d'audience bondée. » L'atmosphère était électrique. Au banc des accusés, Isabelle et Julien évitaient soigneusement de se regarder. Leurs avocats respectifs avaient choisi des stratégies opposées. Maître Delacroix, défendant Isabelle, plaiderait la manipulation et l'emprise psychologique. Maître Fontaine, pour Julien, miserait sur la préméditation d'Isabelle et le rôle secondaire de son client. Philippe, assis au premier rang du public, observait celle qui avait été sa femme, amaigrie par 6 mois de détention provisoire. Isabelle avait perdu son éclat de mannequin. Ses cheveux blonds ternes étaient tirés en arrière, révélant un visage marqué par l'angoisse. « L'audience est ouverte », annonça le président du tribunal, Monsieur Moreau. « Nous entendrons aujourd'hui Madame Claire Dubois, témoin principal de l'accusation. » Claire se leva sur ses jambes flageolantes et s'avança vers la barre. La salle entière la regardait, jurés, avocats, journalistes, public. Elle chercha le regard de Philippe, qui lui adressa un sourire encourageant. « Madame Dubois,
Vous prêtez serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, le procureur de la République. Madame Bertrand se leva. Madame Dubois, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez dans la nuit du 15 décembre dernier? D'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus assurée, Claire raconta sa découverte. Elle décrivit sa routine de travail, sa présence dans les bureaux, les voix qu'elle avait entendues. Pouvez-vous nous répéter exactement les paroles que vous avez entendues? Claire ferma les yeux, se remémorant cette nuit terrible. Monsieur Julien a dit « J'ai étudié cette route des centaines de fois. La route des Calanques est parfaite pour notre plan. » Puis il a expliqué qu'il allait saboter les freins de la voiture de Monsieur Chevalier. Et Madame Chevalier, quelle était sa réaction? Elle semblait inquiète pour la sécurité de Monsieur Julien, pas pour celle de son mari. Elle a demandé s'il ne risquait rien, lui. Un murmure parcourut la salle. Au banc des accusés, Isabelle baissa la tête. Madame Dubois, pourquoi avez-vous décidé de prévenir Monsieur Chevalier? Claire leva les yeux vers les jurés. Parce que c'était mal, Madame le procureur. On ne peut pas laisser quelqu'un mourir quand on peut l'empêcher. Ma grand-mère me disait toujours, on est tous frères en humanité. Cette simplicité, cette évidence morale touchèrent visiblement l'assistance. Maître Delacroix se leva pour la contre-interrogatoire. Madame Dubois, vous reconnaissez être une simple employée de ménage, sans formation juridique. Oui, maître. N'est-il pas possible que vous ayez mal interprété cette conversation, que vous ayez transformé une discussion anodine en complot criminel? Claire le regarda droit dans les yeux. Maître, quand quelqu'un dit qu'il va saboter des freins pour tuer quelqu'un, il n'y a pas 36 interprétations possibles. Mais vous étiez caché, vous espionniez. J'étais là pour faire mon travail. Je n'espionnais personne. La fermeté de Claire impressionna l'avocat, qui changea de tactique. Madame Dubois, n'aviez-vous pas des griefs contre votre employeur? Un salaire insuffisant, peut-être? Monsieur Chevalier a toujours été correct avec moi. Et même si ça n'avait pas été le cas, ça ne justifierait pas de l'accuser de meurtre, maître Fontaine. L'avocat de Julien tenta à son tour de déstabiliser Claire. Madame, vous prétendez avoir entendu mon client planifier un meurtre, mais n'est-il pas vrai que vous cherchiez une occasion de vous faire remarquer par Monsieur Chevalier, d'obtenir peut-être une promotion? Claire se redressa, indignée. Monsieur l'avocat, j'ai 3 enfants à élever seul. Mon seul souci, c'est de garder mon emploi pour les nourrir. Je n'avais aucune envie de me mêler des affaires de gens riches. Alors pourquoi avoir pris ce risque énorme? La question flotta dans le silence de la salle. Claire regarda autour d'elle. Les jurés attentifs. Les journalistes suspendus à ses lèvres. Philippe qui l'encourageait du regard. Parce que, monsieur l'avocat, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Riches ou pauvres. Nous sommes tous des êtres humains. J'ai perdu mon mari dans un accident. Je sais ce que c'est que la mort qui frappe sans prévenir. Mais là, c'était différent. C'était un assassinat programmé et je ne pouvais pas fermer les yeux. Ces mots résonnèrent dans la salle avec une force inouïe. Plusieurs jurés essuyaient discrètement leurs yeux. Le président du tribunal se tourna vers les accusés. « Madame Chevalier, souhaitez-vous poser des questions aux témoins ?» Isabelle se leva lentement. Pour la première fois depuis le début du procès, elle regarda Claire directement. « Madame, comment vous appelez-vous déjà ?»« Claire Dubois. »« Madame Dubois, vous avez détruit ma vie. »« Non, madame. Vous avez détruit votre vie toute seule. » Cette réponse, prononcée sans haine, mais avec une tristesse infinie, cloua Isabelle sur place. « Vous ne pouvez pas comprendre, » reprit-elle d'une voix brisée. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'être mariée à un homme qui ne vous aime plus, qui ne vous voit plus. Détrompez-vous, madame. J'ai été mariée 8 ans à un homme merveilleux qui m'aimait. Puis il est mort sur un chantier. Depuis 4 ans, j'élève seule nos 3 enfants. Je sais ce que c'est que la solitude, la difficulté, mais jamais je n'aurais pensé à tuer quelqu'un pour résoudre mes problèmes. » Isabelle s'effondra en sanglots. « Pardonnez-moi, pardonnez-moi. » En quittant la barre des témoins, Claire se sentait vidée mais soulagée. Elle avait dit la vérité, toute la vérité. Le reste ne dépendait plus d'elle. Dans le couloir, Philippe l'attendait. « Claire, je ne trouve pas les mots pour vous remercier. » « Il n'y a rien à me remercier. »« Monsieur Chevalier, j'ai fait ce que ma conscience me dictait. Grâce à vous, la justice va pouvoir s'accomplir. » Claire hocha la tête en regardant par les fenêtres du palais. Dehors, Paris continuait sa vie quotidienne.
indifférente au drame qui se jouait dans ses murs. « J'espère que vos enfants vont bien ?» demanda Philippe. « Ils vont bien. Ils sont fiers de leur maman, même s'ils ne comprennent pas tout. Ils ont de quoi être fiers. Vous leur donnez le plus bel exemple qui soit, celui du courage et de l'intégrité. Le lendemain, les délibérations commenceraient, mais Claire savait qu'elle avait accompli sa mission. Elle avait sauvé une vie et permis à la justice de faire son œuvre. Le verdict tomba un mardi matin pluvieux de juin. Claire avait pris sa matinée pour assister à la lecture du jugement, laissant ses enfants aux bons soins de Madame Dubois. Dans la salle d'audience comble, l'atmosphère était tendue, électrique. La cour. Tout le monde se leva à l'entrée des magistrats. Le président Moreau prit place, suivi des assesseurs et des jurés qui avaient délibéré pendant 3 jours. Isabelle et Julien, debout au banc des accusés, affichaient des mines défaites. 6 mois de détention provisoire les avaient changés, lui avait vieilli de 10 ans. Elle avait perdu toute trace de son ancienne superbe. Après délibération du jury, la Cour rend son verdict dans l'affaire opposant le ministère public à Isabelle Fontaine, épouse Chevalier, et Julien Caron. Un silence de mort régnait dans la salle. Claire sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Concernant Isabelle Fontaine, épouse Chevalier, reconnue coupable de complicité d'assassinat avec préméditation, tentative d'empoisonnement et association de malfaiteurs, la Cour la condamne à 18 années de réclusion criminelle, avec interdiction du territoire français pendant 10 ans après exécution de sa peine. Isabelle s'effondra sur sa chaise, secouée de sanglots. Ses parents, venus spécialement de Lille, pleuraient silencieusement au fond de la salle. Concernant Julien Caron, reconnu coupable d'assassinat avec préméditation, sabotage aggravé, association de malfaiteurs et tentative d'extorsion, la Cour le condamne à 22 années de réclusion criminelle. Julien accueillit la sentence sans broncher, le visage fermé. Il avait refusé de témoigner, maintenant jusqu'au bout sa version. Tout était de la faute d'Isabelle. Par ailleurs, continua le président, la Cour ordonne la confiscation de tous les biens acquis par les accusés pendant la période des faits, ainsi que le versement de dommages et intérêts à la victime, M. Philippe Chevalier, d'un montant de 500 000 €. À la sortie du palais, Philippe rattrapa Claire qui tentait d'éviter les journalistes. « Claire, attendez !» Elle se retourna. Surprise de l'entendre utiliser son prénom sans le « madame » habituel, « Monsieur Chevalier ». Je voulais vous remercier encore une fois. Grâce à vous, la justice a triomphé. Claire haussa les épaules avec modestie. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Non, vous avez fait bien plus que ça. Vous avez pris des risques énormes pour sauver un homme que vous ne connaissiez même pas. Autour d'eux, les journalistes tentèrent de s'approcher. Micro tendu, Philippe les écarta d'un geste ferme. Claire, j'aimerais vous parler, tranquillement. Accepteriez-vous de déjeuner avec moi ? Elle hésita. « Je ne sais pas, monsieur Chevalier. Nos mondes sont si différents. Justement, j'ai envie de connaître votre monde, le vrai monde, celui où les gens ont encore des valeurs. » Le restaurant que Philippe avait choisi était simple, mais élégant. Loin du tumulte médiatique, Claire s'y sentait un peu déplacée dans sa robe du dimanche, face à cet homme en costume sur mesure qui régnait sur un empire financier. « Vous avez des nouvelles de vos enfants ?» demanda Philippe en dépouillant ses messages. « Ils vont bien. Léo a été sélectionné pour l'équipe de foot du collège. Il en est très fier. Et les jumeaux ?» Claire sourit. « Emma veut devenir avocate maintenant. Elle dit qu'elle défendra les gens comme moi. Lucas préfère les sciences. Il rêve de devenir médecin. Des enfants remarquables. Ils tiennent de leur mère. » Un silence confortable s'installa entre eux. Philippe observait cette femme qui avait bouleversé sa vie. Rien en elle ne trahissait l'héroïsme de son geste. Juste une mère de famille ordinaire, avec ses préoccupations quotidiennes et sa détermination tranquille. « Claire, j'ai une proposition à vous faire. » Elle leva les yeux de son assiette. Intriguée. « J'aimerais vous offrir un poste dans mon entreprise, coordinatrice du service de responsabilité sociale. Un travail de jour, un salaire décent, des perspectives d'évolution. » Claire faillit s'étrangler avec sa gorgée d'eau. « Monsieur Chevalier, c'est très gentil, mais je sais ce que vous allez dire, que vous n'avez pas les compétences, pas les diplômes. Détrompez-vous. Vous avez quelque chose de bien plus précieux, l'intégrité. Mais enfin, je ne suis qu'une femme de ménage. Vous êtes une femme qui a risqué sa tranquillité pour sauver une vie. Vous êtes une mère qui élève seule 3 enfants,
en leur inculquant des valeurs. Vous valez mieux que tous les diplômés de grandes écoles que j'emploie. Claire secoua la tête, dépassée. Je ne saurais pas faire ce travail. Je paierai votre formation, école de commerce, cours du soir, tout ce qu'il faudra. En attendant, vous apprendrez sur le terrain. Pourquoi faites-vous ça ? Philippe posa ses couverts et la regarda intensément. Parce que cette histoire m'a ouvert les yeux, pendant des années. J'ai vécu dans une bulle dorée, entourée de gens qui me flattaient ou me mentaient. Vous m'avez dit la vérité, même quand c'était difficile, même quand vous n'aviez rien à y gagner. Et si je refuse, alors, je respecterai votre choix, mais réfléchissez aux opportunités que cela pourrait offrir à vos enfants. Cette nuit-là, Claire ne put fermer l'œil. Couchée dans son lit étroit de Belleville, elle contemplait le plafond fissuré en pesant le pour et le contre. Accepter signifiait quitter sa zone de confort. Affronter un monde qu'elle ne connaissait pas. Refuser, c'était rester dans sa situation précaire. Avec la peur constante du lendemain, « Qu'est-ce que tu ferais, David ?» murmura-t-elle à la photo de son mari posée sur la table de nuit, comme s'il lui répondait. Elle entendit dans sa tête sa voix rassurante. « Tu fonces, ma belle. Tu fonces pour les enfants, pour toi, pour nous. » Le lendemain matin, Claire rappela Philippe. « Monsieur Chevalier, c'est Claire Dubois. J'accepte votre proposition, à condition que ce soit vraiment du travail, pas de la charité. » La joie dans la voix de Philippe était palpable. « Claire, vous ne le regretterez pas ? Nous allons faire de grandes choses ensemble. J'ai une autre condition. Laquelle ? Je veux continuer à vivre à Belleville. C'est là que sont mes racines, mes amis, ma famille. Bien sûr, d'ailleurs, c'est parfait. Pour diriger un service d'aide aux familles défavorisées, rien ne vaut quelqu'un qui connaît vraiment leurs difficultés. 2 mois plus tard, Claire commençait sa formation à l'École supérieure de commerce de Paris. Le soir, après les cours, elle retrouvait ses enfants qui l'aidaient à réviser ses leçons. Léo excellait en mathématiques, Emma en droit, Lucas en logique. Ensemble, ils formaient une équipe unie et déterminée. Philippe suivait ses progrès de près, impressionné par sa capacité d'apprentissage et sa motivation. Claire découvrait un monde nouveau, celui des responsabilités, des décisions importantes, des enjeux financiers, mais elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Son premier projet fut la création d'une crèche gratuite pour les femmes de ménage travaillant de nuit, une initiative qui toucha Philippe en plein cœur. « Comment avez-vous eu cette idée ?» lui demanda-t-il lors d'une réunion. « Parce que j'ai vécu cette situation, monsieur Chevalier. Je sais ce que c'est que de partir travailler, en laissant ses enfants seuls, en priant pour qu'il ne leur arrive rien. Cette authenticité, cette compréhension intime des problèmes sociaux faisèrent de Claire une coordinatrice exceptionnelle. Les familles aidées se reconnaissaient en elle, lui faisèrent confiance. 1 an après le procès, Philippe organisait une réception pour célébrer les succès du service social de son entreprise. Claire, élégante dans un tailleur qui lui donnait une assurance nouvelle, présentait le bilan de leurs actions devant un parterre d'invités prestigieux. Cette année, nous avons aidé 250 familles à sortir de la précarité. Nous avons créé 120 emplois durables et financé la formation de 80 personnes. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Ils représentent des vies transformées, des espoirs renaissants, des enfants qui pourront étudier dans de meilleures conditions. Les applaudissements fusèrent. Philippe, ému, prit la parole à son tour. « Mesdames et messieurs, il y a 1 an, une femme courageuse m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, elle sauve d'autres vies, d'une façon différente mais tout aussi précieuse. Claire Dubois nous rappelle que la vraie richesse d'une société se mesure à sa capacité d'entraide et de solidarité. » Dans la salle, personne ne savait que cette femme distinguée avait été femme de ménage quelques mois plus tôt. Claire avait trouvé sa place dans ce nouveau monde sans renier ses origines. La justice était passée. La rédemption avait commencé. Un matin de printemps 2028, Claire Dubois-Chevalier ajustait son tailleur ivoire devant le miroir de son bureau, au 20e étage de la tour qui portait désormais son nom aux côtés de celui de Philippe. Fondation Chevalier Dubois pour l'insertion sociale, par la baie vitrée, Paris s'éveillait doucement, baigné d'une lumière dorée qui transformait la scène en ruban de soie. 3 ans. 3 ans depuis ce procès qui avait bouleversé sa vie. 3 ans depuis qu'elle avait troqué son uniforme de faccinera contre des responsabilités qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Son téléphone vibra. « Maman !»
Tu passes nous prendre à quelle heure pour la cérémonie ? C'était Léo, maintenant 15 ans, dont la voix muait encore parfois. À 14 heures précises, mon grand, vous êtes prêts ? Emma panique pour sa robe, et Lucas révise son discours pour la 10e fois. Claire sourit. Aujourd'hui, la Fondation inaugurait son 5e centre d'insertion professionnelle, et Lucas, du haut de ses 11 ans, avait insisté pour prononcer quelques mots au nom des enfants aidés par l'association. Dans l'ascenseur qui l'emmenait vers l'étage de direction, Claire croisa Sylvie, une ancienne collègue de ménage qu'elle avait fait embaucher comme responsable administrative. « Bonjour, madame la directrice », plaisanta Sylvie. « Arrête donc, tu sais bien que ça me gêne ces titres. Pourtant, tu les mérites. Regarde ce que tu as construit. » C'était vrai. En 3 ans, la Fondation était devenue une référence en matière d'insertion sociale. 2000 familles sorties de la précarité, 850 emplois créés, 15 centres ouverts dans toute la France. Des chiffres qui auraient pu donner le vertige, mais Claire gardait toujours en tête les visages derrière les statistiques. Philippe l'attendait dans son bureau, étudiant les derniers rapports d'activité. À 48 ans, il avait trouvé un équilibre qu'il n'avait jamais connu du temps de son mariage avec Isabelle, plus détendu, plus souriant. Il avait troqué une partie de ses activités purement financières contre cet engagement social qui donnait un sens nouveau à sa fortune. Claire, prête pour la grande journée, aussi prête qu'on peut l'être, et vous, malgré leur proximité grandissante, elle continuait à le vouvoyer. Par respect pour l'homme qui avait transformé sa vie, Philippe avait renoncé à la corriger, comprenant que c'était sa façon de maintenir une certaine distance professionnelle. « J'ai une surprise pour toi », dit-il en sortant une enveloppe de son tiroir. « Philippe, vous savez que je n'aime pas les surprises. Celle-ci va te plaire. Ouvre. » Claire découvrit un diplôme de l'École supérieure de commerce de Paris, mention très bien, son nom, Claire Dubois, inscrit en lettres dorées sur le parchemin officiel. « Mon diplôme, il est arrivé. Félicitations, madame la directrice diplômée. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. Ce bout de papier représentait tant d'heures d'études après les journées de travail, tant de sacrifices, tant d'efforts pour concilier ses nouvelles responsabilités et sa formation. Mes enfants vont être si fiers. Ils ont de quoi l'être. Leur mère est passée de femme de ménage à directrice d'une fondation nationale en 3 ans. C'est un parcours exceptionnel. L'après-midi, devant le nouveau centre d'insertion de Belleville, symboliquement installé à quelques rues de l'ancien appartement de Claire, une foule de journalistes, d'élus et de bénéficiaires se pressait. Madame la ministre des Affaires sociales était venue en personne inaugurer ce projet pilote. Emma, maintenant 11 ans et déjà grande pour son âge, portait une robe bleue qui rappelait celle de sa mère lors du procès. Lucas, très sérieux dans son costume, tenait à la main son discours soigneusement préparé. Léo, lui, préférait jouer les désinvoltes, mais Claire voyait bien la fierté qui brillait dans ses yeux. « Mesdames et messieurs », prit la parole la ministre, « nous inaugurons aujourd'hui un lieu d'espoir, un endroit où des familles en difficulté pourront retrouver dignité et autonomie grâce au travail de la Fondation Chevalier du Bois. » Philippe succéda à la ministre. « Il y a 4 ans, une femme courageuse a sauvé ma vie en me révélant un complot criminel. Aujourd'hui, cette même femme sauve d'autres vies en offrant une seconde chance à ceux que la société a oubliés. Claire Dubois incarne les valeurs qui font la grandeur de notre pays, solidarité, courage et générosité. » Quand vint le tour de Claire, elle s'avança vers le micro avec l'assurance qu'elle avait acquise au fil des mois. Plus rien ne subsistait de la femme terrorisée qui avait témoigné au procès. « Il y a 4 ans, j'habitais à 3 rues d'ici. J'élevais seule mes 3 enfants en travaillant la nuit comme femme de ménage. Je connaissais les fins de mois difficiles, l'angoisse de ne pas pouvoir payer le loyer, la peur que mes enfants subissent les conséquences de notre situation précaire. » Elle marqua une pause, balayant du regard l'assistance attentive. « Aujourd'hui, je ne renie rien de cette période. Elle m'a appris l'humilité, la persévérance, la vraie valeur des choses. Mais surtout, elle m'a enseigné que chacun mérite sa chance, quelle que soit son origine. » Des applaudissements nourris saluèrent ces paroles. Ce centre n'est pas seulement un lieu de formation professionnelle. C'est un endroit où l'on retrouve confiance en soi, où l'on apprend que nos origines ne déterminent pas notre avenir. Chaque personne qui franchira ces portes emportera avec elle un message. Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Le soir, après les discours et les photos officielles, Claire et Philippe se retrouvèrent seuls dans les nouveaux locaux.
Les enfants jouaient dans la cour attenante, leur rire résonnant dans la douceur du soir parisien. Vous savez, Philippe, il m'arrive encore de me pincer pour vérifier que tout cela est réel. C'est réel, Claire, et c'est mérité. Ils contemplèrent ensemble ce qu'ils avaient construit, un lieu lumineux et accueillant, où des centaines de personnes allaient pouvoir se reconstruire. Sur les murs, des photos témoignaient des succès passés, des familles relogées, des formations réussies, des entreprises créées. Philippe, puis-je vous poser une question indiscrète? Bien sûr, vous ne regrettez jamais votre ancienne vie, le luxe insouciant, les réceptions mondaines. Philippe réfléchit un instant. Vous savez ce que j'ai découvert, Claire? L'argent ne donne du sens que quand on le partage. Avant, j'accumulais des biens sans jamais me sentir vraiment vivant. Aujourd'hui, chaque euro investi dans la fondation me procure plus de satisfaction que tous mes précédents bénéfices. Et vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie? Sentimentalement, je veux dire. La question surprit Philippe. Pourquoi? Vous connaissez quelqu'un? Plaisanta-t-il? Claire rougit légèrement. Non, c'est juste que vous méritez d'être heureux. Je suis heureux. Claire, plus heureux que je ne l'ai jamais été. J'ai trouvé une famille dans votre famille, un sens à mon existence dans notre combat commun. Un silence confortable s'installa entre eux. Dans la cour, Emma enseignait à Lucas quelques pas de danse qu'elle avait appris au cours, tandis que Léo jonglait avec un ballon de foot. « Regardez-les », murmura Philippe. « Ces enfants grandissent en sachant qu'ils peuvent tout accomplir, grâce à vous. »« Grâce à nous », corrigea Claire. « Vous m'avez donné ma chance quand personne d'autre n'y croyait. » Non. Claire, vous aviez déjà tout en vous. Le courage, l'intelligence, la détermination. J'ai juste ouvert quelques portes. Ce soir-là, en rentrant dans son nouvel appartement de Belleville, plus grand mais toujours dans le même quartier, Claire aida ses enfants à faire leurs devoirs comme chaque soir. Sur la table de la cuisine, entre les cahiers d'école, trônait son diplôme fraîchement encadré. « Maman, » dit Emma, en levant le nez de son exercice de français, « tu crois qu'un jour, nous aussi, on pourra aider les gens comme tu le fais? J'en suis certaine. Ma chérie, vous avez appris la plus importante des leçons. On n'oublie jamais d'où l'on vient, mais on peut toujours choisir où l'on va. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, Claire pensa à ce chemin parcouru depuis cette nuit de décembre, où elle avait entendu un plan d'assassinat. Une décision courageuse avait tout changé, pas seulement pour Philippe, mais pour elle, pour ses enfants, pour toutes ces familles qu'elle aidait désormais. La traîtresse qui devait détruire un homme avait révélé sa rédemption. L'honnêteté des humbles s'était révélée plus précieuse que tout l'or du monde. Et l'histoire continuait, jour après jour, dans chaque vie transformée, dans chaque espoir renaissant, dans chaque preuve que la bonté humaine peut triompher de tout.